mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une petite révision du programme de la deuxième année internationale en physique-chimie et surtout en partie 1, partie de la matière. Dans ce programme, on a étudié les atomes et les molécules, les combustions, les lentilles et la formation d'images par les lentilles, les types de courant électrique en utilisant l'oscilloscope. Commençons par la partie 1, la partie de la matière. Dans la partie 1, on a étudié l'atmosphère. Donc l'atmosphère, tout simplement, c'est l'air qui entoure la Terre. Ça veut dire que c'est une couche fine d'air qui entoure la Terre. Cette couche, elle est décomposée en 4 sous-couches. La troposphère, la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. Cette couche se caractérise par une épaisseur est égale à 1000 km. Et aussi, il tourne avec la rotation de la Terre. Ça veut dire que lorsque la Terre tourne, aussi l'enveloppe de la Terre qu'on appelle l'atmosphère tourne avec elle. Quelles sont les caractéristiques des couches de l'atmosphère? La troposphère. Donc chaque sous-couche se caractérise par plusieurs propriétés. Maintenant, on va citer les propriétés les plus importantes pour chaque couche. Pour la troposphère, c'est une couche très dense en air. Ça veut dire qu'il contient beaucoup d'air. Il contient 80% d'air de l'atmosphère. Aussi, il contient la vapeur d'eau et les nuages. Pour la deuxième couche, la couche de stratosphère, cette couche, elle contient le gaz d'ozone. Ce gaz, elle protège la Terre des rayons dangereux, nocifs, qui sont les rayons ultraviolets. La mésosphère. La mésosphère, c'est une couche très importante car elle protège la Terre des météorites. Dans cette couche, on voit les étoiles filantes. Aussi, cette couche se caractérise par le froid. Ça veut dire que c'est une couche très froide. La dernière couche, la couche la plus haute, c'est la thermosphère. Cette thermosphère, c'est une couche qui est très chaude. Les mouvements de l'air dans l'atmosphère. Donc l'air, lorsqu'on chauffe une zone, ça veut dire les zones chaudes, l'air des zones chaudes, elle monte. Puisque l'air monte, donc elle va nous donner une zone moins dense en air. Donc ça veut dire une pression faible. Cette zone de pression faible s'appelle zone de dépression, symbolisée par la lettre D. Si on a une zone froide, donc là, l'air froid, elle descend. Donc, elle nous donne une zone très dense en air. Ça veut dire qu'elle contient beaucoup d'air. Dans ce cas, on obtient une zone de haute pression qu'on appelle la zone anticyclone, symbolisée par la lettre A. Donc, lorsqu'on a deux zones voisines, une zone qui contient une pression haute et une zone qui contient une pression basse, dans ce cas, l'air peut se déplacer de la zone de haute pression vers la zone de basse pression, comme ça. Ce déplacement d'air s'appelle le vent. Donc, je peux résumer que le vent, tout simplement, c'est le déplacement horizontal de l'air d'une zone de haute pression A, anticyclone, d'une zone de basse pression D, dépression. Les propriétés de l'air. Donc l'air possède plusieurs propriétés. Mais les propriétés les plus importantes sont l'air, elle est compressible et expansible. Ça veut dire on peut comprimer l'air et on peut détendre l'air. Ça veut dire le volume d'air, elle peut augmenter et peut diminuer. Mais les liquides et les solides ne sont ni compressibles ni expansibles. Pourquoi? Car les particules des gaz en général et de l'air sont des particules qui sont éloignées et séparées. Ça veut dire on peut augmenter la distance entre les particules et on peut diminuer la distance entre les particules. Puis on a vu la masse de l'air. Pour démontrer que l'air possède une masse, je prends un ballon dans la figure A, je pèse le ballon gonflé, puis je dégonfle le ballon et je pèse à nouveau le ballon dans la figure 3. Je trouve qu'il y a une différence entre les deux pesées. Ça veut dire que l'air qui contient dans le ballon possède une masse. Donc on peut dire que l'air possède une masse, ou on dit l'air est pesant. Puisqu'il possède une masse,
elle possède aussi un volume, donc on peut dire que l'air a une masse volumique. Aux conditions normales de température de pression, sa masse volumique est égale à 1,3 g pour chaque litre. Puis on a vu les constituants de l'air. On a vu que l'air est un mélange homogène de plusieurs gaz. Le dioxygène, le diazote et d'autres gaz. Le dioxygène constitue 21%, son symbole c'est O2. Le diazote constitue 78%, son symbole c'est N2. Les autres gaz constituent seulement 1% en volume. Donc l'air est un mélange. On peut dire en général, elle contient deux gaz majoritaires. Le dioxygène représente le 1/5 à peu près et le diazote représente le 4/5 à peu près. Exercice. Les dimensions d'une chambre parallélépipédique sont la longueur, la largeur et la hauteur. Parallélépipédique, ça veut dire متوازية المستطيلات. Donc, on va répondre à la question numéro 1. On va calculer le volume V d'air dans cette chambre en mètres cubes et en litres. Donc, pour calculer le volume d'une chambre parallélépipédique, je multiplie la hauteur fois la largeur fois la longueur. Donc, j'obtiens 31 500 litres ou 31,5 mètres cubes. Passons maintenant à la question 2. Dans la question 2, on veut calculer le volume de dioxygène en mètres cubes et en litres. Donc on sait que le dioxygène représente 21%. Donc il faut prendre 21% du volume total. Donc j'écris V est égal à V fois 21%. Est égal à 31,5 fois 21 sur 100 est égal à 6,61 est égal à 6615 litres. Je passe à la question 4. À la question 3, pardon. Il y a une erreur ici. Donc, je passe à la question 3. Donc, de la même façon, je calcule le volume de diazote. Le volume de diazote. De la même façon, je change seulement le pourcentage ou le taux d'azote. Le taux d'azote, c'est 78%. Donc, j'utilise 78% et je trouve la valeur finale, V2, est égale à 24 570 litres. La dernière question, ça veut dire la question 4, c'est pas 5. Quelle est la masse d'air dans cette chambre, sachant que la masse volumique aux conditions normales, c'est 1,3 g par litre. Donc on sait que la masse, son symbole, c'est M. Il y a une relation entre la masse et la masse volumique et le volume. On utilise cette relation comme ça. Rho est égal à M sur V, donc M est égal à Rho fois V. En utilisant cette formule et en faisant l'application numérique, on trouve M est égal à 1,3 g par litre fois 31 500 litres. Donc il faut utiliser le volume en litres car la masse volumique est en grammes par litre. Donc je trouve 40 950 grammes ou 40,95 kg. Les atomes. On a aussi étudié les atomes. Quels sont les atomes? Tout simplement, les atomes, ce sont les plus petites particules qu'on trouve dans la matière. Donc, un atome est la plus petite particule de la matière et est invisible à l'œil nu. Donc, on ne peut pas voir à l'œil nu. Si je veux voir l'atome, il faut que j'utilise un microscope électronique, un microscope qui agrandit les choses 1 million ou plus de fois. Donc, son diamètre, elle est petit, elle est de l'ordre de 1/10 de nanomètre. Ça veut dire 0,102 nanomètres. Et le nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Donc, un nanomètre est égal à 10 à la puissance moins 9 mètres. Ça veut dire un nanomètre est égal à 1 milliardième de mètre. Quels sont les symboles des atomes? Donc, chaque atome possède un symbole. On a 118 types d'atomes. Chaque type d'atome possède un symbole qu'on appelle un symbole chimique. Comment on trouve le symbole chimique? Tout simplement, un symbole chimique est constitué soit d'une lettre majuscule, soit de deux lettres, la première majuscule et la deuxième minuscule. Donc, le symbole chimique est constitué soit d'une lettre majuscule, soit de
deux lettres. La première majuscule et la deuxième minuscule. Exemple. On a des exemples. L'atome d'hydrogène, l'atome d'oxygène, l'atome d'azote, de carbone, de chlore et de sodium. Donc, pour trouver l'atome, tout simplement, je cherche le nom original ou le nom latin de l'atome. Par exemple, l'hydrogène, son nom original, c'est l'hydrogène. J'écris H. Pour l'oxygène, son nom original, c'est oxygène. Donc, j'écris O. Pour l'azote, l'azote, c'est pas un nom original. Donc, le nom original de l'azote, c'est nitrogène. Parfois, on dit nitrogium. Elle commence par la lettre N. Donc, j'écris N. Pour le carbone, son nom original, c'est le carbone. Donc, elle commence par C, j'écris C. Pour le chlore, donc, on écrit C, mais il faut ajouter une deuxième lettre pour différencier entre le carbone et le chlore. Donc, j'écris Cl, la lettre 1 majuscule et la lettre 2 minuscule. Pour le sodium porte le nom original natrium. Donc, il commence par N comme l'azote. Donc, j'écris N, mais il faut que j'ajoute une deuxième lettre. Donc, j'ajoute la deuxième lettre A et j'écris A minuscule, comme ça. La représentation des atomes. Pour représenter les atomes, on utilise des boules ou des sphères colorées. Ces couleurs sont des couleurs non réelles, on dit sont des couleurs conventionnelles. Regardez, on peut représenter seulement les quatre types d'atomes, H, C, N, O. Donc je représente H par une sphère blanche de petite taille, l'atome C par une sphère noire de grande taille, l'atome N par une sphère bleue de grande taille et O par une sphère rouge de grande taille aussi. Les molécules. Tout simplement, c'est quoi les molécules? Les molécules, c'est l'assemblage de plusieurs atomes. Donc, c'est l'association de plusieurs atomes. Chaque molécule possède un modèle moléculaire. Donc, le modèle moléculaire, c'est la représentation d'une molécule, mais par des sphères de différentes tailles et avec des couleurs conventionnelles. Donc, je représente avec les sphères colorées la molécule, je dis c'est un modèle moléculaire. Voilà un exemple. Donc, je représente l'eau comme ça, et le dioxygène avec deux boules rouges, et le dioxyde de carbone avec deux boules rouges et une boule noire au milieu. Donc, ce sont les modèles moléculaires des trois molécules, l'eau, le dioxygène et le dioxyde de carbone. Aussi, la molécule possède une écriture qu'on appelle formule chimique. Donc, la formule chimique, on écrit la formule chimique par l'écriture des symboles des atomes qui existent dans la molécule avec des indices en bas à droite qui représentent le nombre des atomes présents dans la molécule. Regardez un exemple. Le dihydrogène, son modèle, c'est deux sphères blanches. Donc, il contient deux atomes H. Donc, j'écris le dioxygène aussi comme ça, et les autres. Donc, maintenant, je vais écrire la formule. Pour le dihydrogène, deux sphères blanches, donc deux atomes d'hydrogène. Donc, j'écris H et j'ajoute 2. Pour le dioxygène, donc deux sphères rouges, ça veut dire l'atome O avec le nombre 2, O2. Pour le diazote, deux sphères bleues, ça veut dire l'atome N, mais avec le nombre 2, donc N2. Pour l'eau, j'écris le symbole de l'atome rouge et le symbole de l'atome H et j'ajoute le nombre qui représente le nombre des atomes H et O, comme ça, H2O. Donc 2 H et 1 O. Pour le dioxyde de carbone, on a 2 O et un atome noir. Donc j'écris C et 2 O, donc comme ça. Pour le méthane, dans le symbole de méthane, 4 atomes blancs et un atome noir. Donc j'écris CH4. On peut diviser les molécules en deux types. Les types des molécules simples
et les types des molécules composées, ou les corps simples et les corps purs composés. Pur, ça veut dire n'est pas un mélange. Un corps pur, ça veut dire un corps qui contient une seule matière. Simple et composé. On va expliquer simple et composé. Donc, un corps simple, il est constitué des molécules identiques dont les atomes sont les mêmes. Donc, il contient le même type d'atomes, comme H2, O3, F2, etc. Donc, ce sont des molécules simples. Pour les corps composés, elles sont constituées des molécules identiques, mais dont les atomes sont différents, comme H2O, N2, NH3. On sait que l'air contient essentiellement deux types de gaz, le dioxygène et le diazote. Le diazote représente 80% à peu près, ça veut dire 4 sur 5. Et le dioxygène représente 20% à peu près, ça veut dire 1 sur 5. Donc je peux représenter l'air par le modèle suivant. Des molécules de dioxygène et des molécules de diazote, pour avoir le nombre des atomes d'azote 4 fois le nombre d'atomes d'oxygène, pour avoir une bonne représentation de l'air. Donc cette représentation, c'est la représentation de l'air. Donc deux molécules d'oxygène avec 8 molécules d'azote. Ou parfois 3 molécules d'oxygène avec 12 molécules d'azote. Les combustions. Donc on sait que la matière brûle. On dit que c'est une combustion. Donc les matières qui brûlent sont des combustibles. Le dioxygène, dans ce cas, il est très important. Elle est indispensable ou nécessaire à la combustion. On dit c'est le comburant. Donc on a dans la combustion deux matières. La matière qui brûle s'appelle le combustible et la matière nécessaire à la combustion, c'est le dioxygène, c'est le comburant. Les deux types de combustion. On a deux types de combustion en général. Regardez la combustion du butane. La combustion avec une flamme bleue et la combustion avec une flamme jaune ou orange, parfois on dit. Si le trou qu'on appelle la virole est ouverte, dans ce cas, la combustion avec une flamme bleue. Dans ce cas, on dit que la combustion est complète. Ici, on a suffisamment d'oxygène pour la combustion. Pour la combustion avec flamme jaune, c'est une combustion où la virole, le trou est fermé. Dans ce cas, on n'a pas suffisamment d'oxygène, donc il y a une combustion incomplète. Donc il y a deux types de combustion, avec flamme bleue et avec flamme orange. Avec flamme bleue, s'appelle combustion complète et avec flamme orange s'appelle combustion incomplète. Je peux aussi distinguer entre les combustions avec la virole. Si la virole ouverte, combustion complète. Si la virole fermée, combustion incomplète. Je peux distinguer avec la présence ou l'absence de la fumée. S'il y a du fumée, c'est une combustion incomplète. S'il n'y a pas de fumée, c'est une combustion complète. On va étudier maintenant la combustion complète. Dans la combustion complète, la virole, ça veut dire le trou, elle est ouvert. Le trou est ouverte. Le trou est ouvert. La virole est ouverte. Alors, le dioxygène, il est suffisant à la combustion. Donc, la combustion se fait avec une flamme bleue. Dans ce cas, on obtient deux produits. Ça veut dire deux matières qui apparaissent. Les matières sont l'eau ou la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. L'eau, c'est H2O et le dioxyde de carbone, c'est CO2. Pour la combustion incomplète, dans ce cas, la virole est fermée. Ça veut dire le trou est fermé. Alors, le dioxygène, dans ce cas, il est insuffisant. Donc, la combustion se fait avec une flamme jaune. Il y a un dégagement de la fumée noire. Les produits de cette combustion sont 4 produits. L'eau, ou la vapeur d'eau, on dit. Le carbone, c'est-à-dire la fumée noire, c'est le carbone. Le dioxyde de carbone, qui trouble l'eau de chaud. Et le monoxyde de carbone, c'est un gaz très toxique. Il est très dangereux. Donc, il faut éviter la combustion incomplète. Donc, il faut toujours avoir une combustion complète lorsque vous brûlez le butane dans la maison, chez vous. La réaction chimique. Donc la réaction chimique, c'est quoi? C'est une modélisation de la transformation chimique, dans laquelle il y a des corps qui apparaissent
des corps qui disparaissent. Les corps qui disparaissent sont les réactifs et les corps qui apparaissent sont les produits. Donc toujours dans la réaction chimique, il y a deux parties. Partie des réactifs, partie des produits. Donc je peux résumer la réaction chimique par le bilan suivant. Réactif de côté gauche, produit côté droite et entre les deux, il y a une flèche. Les lois de la réaction chimique. Chaque réaction chimique doit obéir à trois lois. Trois lois. La première loi, c'est les réactifs sont toujours différents aux produits. Pour la deuxième loi, c'est que les atomes se conservent en genre et en nombre. Ça veut dire, si je trouve l'atome C dans le côté réactif, je dois trouver C dans l'atome dans la partie produit. Si je trouve dans les réactifs 10 atomes par exemple d'hydrogène, je dois trouver dans les produits 10 atomes d'hydrogène. La troisième loi, qu'on appelle la loi de Lavoisier, la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. Ça veut dire, si je pèse les réactifs et je trouve par exemple 100 grammes, je pèse les produits, je trouve aussi 100 grammes. Donc la somme des produits, la masse des produits est égale à la masse des réactifs. Les équations chimiques. Donc on peut représenter la réaction chimique par un bilan en utilisant les noms des réactifs et les noms des produits. Mais on peut utiliser les formules chimiques des réactifs et les formules chimiques des produits. L'équation chimique, tout simplement, c'est l'écriture du bilan de la réaction par des symboles et des formules chimiques en utilisant les formules des réactifs d'un côté et les formules des produits de l'autre côté. Et entre les deux, il y a une flèche. Exemple. Donc, on va écrire l'équation chimique de la combustion du carbone. Donc, on sait que la combustion du carbone produit le dioxyde de carbone. Donc, quels sont les réactifs? Dans ce cas, les réactifs sont le carbone, le combustible et le comburant, le dioxygène. Et les produits sont, on a un seul produit, le dioxyde de carbone. Donc, j'écris comme ça. C plus O2 est égal à CO2. Donc, regardez, dans cette équation, le nombre de carbone C est égal à 1, le nombre de carbone C dans le côté 2 est égal à 2, 1. Le nombre d'oxygène c'est 2, le nombre d'oxygène c'est 2. Donc il y a une conservation des atomes en nombre et en genre. Dans ce cas, je dis que l'équation elle est équilibrée. Donc si les atomes se conservent en genre et en nombre, surtout en nombre, on dit que l'équation est équilibrée. Voilà un deuxième exemple. Donc la combustion du fer. Donc la combustion du fer, lorsque je brûle le fer, elle produit une matière noire qu'on appelle l'oxyde de fer 2, de formule chimique Fe3O4. Donc, je peux écrire l'équation chimique en utilisant les réactifs et les produits. Dans ce cas, les réactifs sont le combustible et le comburant. Et le produit, on a un seul produit, c'est l'oxyde de fer 2. Donc, voilà l'équation chimique. Dans cette équation, si je compte le nombre de fer ici 1, mais ici, le nombre de fer, c'est 3. Par contre, le nombre d'oxygène ici est 2, le nombre d'oxygène ici c'est 4. Donc, il n'y a pas conservation des atomes en nombre. Dans ce cas, je dis que l'équation n'est pas équilibrée. Donc, je vais équilibrer l'équation. Donc, regardez, je compte ici 3, mais dans les réactifs, le nombre des atomes de fer c'est 1. Donc, je vais écrire 3 pour équilibrer le fer. Je vais compter maintenant l'oxygène. On a l'oxygène dans les produits 4, mais dans les réactifs 2. Donc je vais multiplier par 2 pour avoir 4, comme ça. Donc maintenant, le nombre de fer 3, le nombre de fer 3. Le nombre d'oxygène 2 fois 2, c'est 4. Et le nombre d'oxygène ici, c'est 4. Donc l'équation maintenant est équilibrée. Je passe à l'exemple C, la combustion d'aluminium. Regardez, l'aluminium, lorsque je brûle l'aluminium, elle donne une matière blanche qu'on appelle l'oxyde d'aluminium. Sa formule chimique, c'est Al2O3. Donc, je peux écrire l'équation chimique comme ça. Les réactifs d'un côté et les produits d'un côté. Les réactifs toujours. Donc, puisqu'on a une combustion, donc il y a deux matières, le comburant et le combustible. Le combustible, ça veut dire la matière qui brûle, c'est l'aluminium, et le comburant, c'est toujours l'oxygène. Et le produit, on a déjà ici cité le produit, c'est Al2O3. J'écris dans la partie produit Al2O3. Donc maintenant, je vais équilibrer l'équation. Regardez, Al, ici 1, mais dans les produits 2. Donc il faut que j'équilibre Al. J'ajoute
2. Maintenant, Al2, Al2. Je compte maintenant l'oxygène. L'oxygène ici, c'est 2, mais dans les produits, 3. Donc, on n'a pas de chiffre à multiplier par 2 pour avoir 3 et l'inverse. Donc, dans ce cas, je cherche le plus petit multiple commun de 2 et 3. Le plus petit multiple commun de 2 et 3, c'est 6. Donc, il faut avoir 6 dans les produits et 6 dans les réactifs. Donc, pour avoir ici 6, je multiplie ici par 3. Donc, j'obtiens 6. Dans le côté 3, dans le côté produit, on a 3 atomes d'oxygène. Donc, pour avoir 6, je multiplie par 3. Mais j'écris pas 3 ici. J'écris 3 avant le produit. Donc, ici, j'obtiens 2. Donc, ici, maintenant, ici, on a 6 atomes d'oxygène. Et dans les réactifs, on a 6 atomes d'oxygène. Regardez maintenant. L'aluminium, dans les produits, 2 fois 2, c'est 4. Mais ici, c'est 2. Donc, il faut que j'efface 2 et je remplace par 4. Comme ça. Donc, regardez maintenant, l'équation est équilibrée. Je passe. Donc, regardez, les coefficients que j'utilise pour équilibrer l'équation, les nombres que j'utilise, s'appellent les coefficients stéchiométriques. Donc, les coefficients, elles servent à équilibrer l'équation. Exercice. On va brûler le propane, C3H8, dans le dioxygène. Et se forme le dioxyde de carbone et l'eau, ça veut dire la vapeur d'eau. La question numéro 1. Quel est le type de cette combustion? Donc, d'après cette phrase, formation de dioxyde de carbone et de l'eau, on sait que la combustion complète produit le dioxyde de carbone et l'eau. Mais la combustion incomplète, elle produit le dioxyde de carbone, l'eau, le carbone et le monoxyde de carbone. Dans cette combustion, c'est une combustion complète. Question 2. Citez les réactifs. Quels sont les réactifs? Les réactifs, puisqu'on a une combustion, donc on a deux réactifs, le combustible et le comburant. Le combustible, c'est la matière qui brûle, c'est le propane. Et le comburant, c'est le dioxygène toujours. Quels sont les produits? Les produits, d'après la consigne, regardez la consigne, elles se forment le dioxyde de carbone et l'eau. Donc, je dis, le dioxyde de carbone, c'est un produit et l'eau, c'est un produit. Donc, maintenant, je vais écrire l'équation chimique de cette réaction. Donc, pour écrire, il faut écrire les réactifs dans le côté gauche et les produits dans le côté droit en utilisant les formules chimiques comme ça. Voilà les réactifs, le combustible, le comburant et voilà les produits. Regardez l'équation. Est-ce que l'équation est équilibrée? Non, n'est pas équilibrée car ici on a le nombre d'atomes de carbone c'est 1 mais dans les réactifs on a 3. Donc il faut équilibrer cette équation. Donc regardez, j'ajoute 3 pour équilibrer le carbone. Puis je compte le nombre d'hydrogène. Ici le nombre d'hydrogène c'est 8. Dans le côté 2, c'est 2. Donc, il faut que je multiplie H ici par 4 pour avoir 8. Je passe à l'oxygène. Ici, l'oxygène, on a 2. Dans les réactifs, on a seulement 2 atomes. Mais dans les produits, on a l'oxygène dans 2 produits. Dans le produit 1, ici, on a 3 fois 2, c'est 6. Mais dans le produit 2, on a 1 fois 4, c'est 4. Donc ici, on a 4 atomes d'oxygène et dans le produit 1, on a 6 atomes d'oxygène. Donc la somme des atomes d'oxygène dans les produits, c'est 10. Donc il faut que je multiplie ici par 5 pour avoir 10. Donc maintenant, l'équation est équilibrée. Donc je passe. Donc merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.